un peu comme Molière, mais que diable allait-il faire dans cette galère? Parce que pour faire ce que tu as fait, qui est aussi une prouesse humaine, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens s'amuseraient à faire ce que tu as fait dans ces conditions-là, dans ce lieu-là. D'où ça vient cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Raconte-nous un petit peu en quelques mots d'où ça vient, ce truc absolument incroyable qui nous amène quand même ici à Sciences Po, ce qu'on n'aurait peut-être pas imaginé il y a un an. Voilà. Bonjour tout le monde. En fait, j'étais parti pour faire le tour des décharges à ciel ouvert dans le monde entier, et je voulais démarrer à Hawaï et finir en fait sur la Côte d'Azur, là où je suis né et j'ai grandi. Et très vite, je me suis aperçu qu'en commençant ce tour du monde par Hawaï, c'était très difficile. J'avais pas d'autorisation et en fait, je suis rentré à la maison et miraculeusement, j'ai eu une autorisation et une seule autorisation. C'était de tourner dans la décharge à 2 km de chez mon grand-père. Et je me suis dit, chouette, je vais tourner là-bas pendant une semaine. Et je vais finir mon petit film et ça va bien se passer. Et en fait, un mois est passé. C'est d'ailleurs le premier moment où j'ai découvert les premiers déchets du Festival de Cannes en 2008. Et je me suis dit, tiens, je vais rester un mois de plus. Et 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et au bout de 6 mois, je me suis rendu compte qu'il fallait que je reste jusqu'à la fermeture. Et je ne savais pas quand est-ce que la décharge allait fermer. Et je suis resté, en fait, j'ai tourné au total, en fait, 2 ans et demi, parce que la décharge a fermé en 2009, le 17 juillet 2009, et j'ai continué à filmer après la fermeture, parce que je pensais qu'en fait, la décharge allait réouvrir. J'ai fini par abandonner, arrêter et rentrer à la maison quelques mois après la fermeture. C'était presque le syndrome de Stockholm, c'est qu'on est pris en otage dans un endroit et on finit par tomber amoureux des gens qui vous séquestrent. Alors, c'est vrai que ça aurait été inquiétant que tu restes sur place, mais c'est vrai que cette crainte de voir qu'éventuellement, dans cet endroit, mais malheureusement à 2 km, ce que tu dis, c'est réalisé. Donc, en fait, la question est loin d'être tranchée. Et ça se passe effectivement chez nous, pas très loin de Cannes, de Nice et du Cap d'Antibes. Oui, ça se passe ici, chez nous, en France. C'est-à-dire que en fait, dans ce tour de monde des décharges, je pensais vraiment au départ que j'allais filmer, passer beaucoup de temps en Afrique, j'allais en Chine, et j'allais faire vraiment un tour du monde, faire un constat mondial du problème. Et ce que j'ai découvert, c'est que c'était vraiment là, chez moi, juste là à côté, et c'était quelque chose que je n'imaginais pas du tout. Et ça, c'était incroyable. C'est ici chez nous. Voilà. Alors là, on va tourner un peu sur la table, mais juste une question qui nous taraude tous, c'est on comprend d'où ça vient, on comprend ce parcours personnel, mais tout ça, ça doit servir à quoi? Enfin, on prolongera avec Yann Thomas tout à l'heure, mais tu as un regard sensible d'artiste, de réalisateur, mais tout ça, pourquoi? Et donc à quoi doit servir tout ça? Et on est dans un lieu un peu emblématique d'ailleurs pour répondre à la question. Je me suis beaucoup posé la question et je crois que le but, c'est de relancer le débat, de rebondir, parce qu'il y a des solutions et c'est important de rebondir et d'avancer. Voilà, moi je pense qu'on peut rebondir et c'est de relancer le débat justement. C'est une très très bonne transition parce qu'on va faire du débat. Alors le film a aussi fait débat, on a cité le Festival de Cannes, puisque le film a aussi fait débat pendant le festival, pas parce qu'il a été présenté malheureusement, en tout cas pour l'instant, mais c'est parce qu'effectivement un certain nombre de choses. Et encore une fois, on se sent peut-être tous responsables, c'est un petit peu le fil conducteur peut-être des gens qui sont autour du film, de se dire, quelque part on est tous responsables, aussi bien d'ailleurs vous que moi, que les opérateurs privés, que les collectivités locales, que les décrets européens, que les grands opérateurs en Chine et en Inde, peu importe, on est tous responsables de ce bazar qui est derrière. Et en tout cas, pour le Festival de Cannes, il y a eu une actualité poussée par des ONG sur justement qu'est-ce qu'on fait avec les tapis qu'on change tous les jours. Ce que je trouve intéressant, puisqu'on parle de débat, c'était à Cannes, on en a parlé, il y a des articles, Thierry Frémaux, le patron du festival, s'en est emparé, il y a des rendez-vous qui sont prévus pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas ou que ça soit fait différemment. Après, il y a la question du contrôle
de chacun des opérateurs. Mais voilà, en tout cas, le débat a déjà eu lieu à Cannes, entre guillemets, sur leurs propres responsabilités, puisqu'ils affichent effectivement des tas de choses ambitieuses en matière de traitement, et malheureusement, pour tout un tas de bonnes ou mauvaises raisons, qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, ça ne va pas forcément au bout, et ce n'est pas forcément bien fait par l'ensemble d'une chaîne. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important dans ta démarche de débat aussi, de faire en sorte que ça provoque du débat et ça provoque des décisions derrière. Alors, sans transition, ou une transition peut-être un peu artistique, et après on sera dans l'industriel. Yann Thomas, donc, que je vais présenter maintenant, et a plusieurs casquettes. Il est d'abord un artiste. Peut-être que ça se voit, j'en sais rien. Moi aussi, je suis artiste. J'ai l'air comme ça très sérieux, mais enfin, c'est ce que tu me dis souvent. Je suis un coproducteur. Ouais, tu es artiste aussi. Bon, et Yann Thomas, il a plusieurs casquettes. Alors, je vais en citer quelques-unes, mais il y en a une qui est intéressante parce qu'elle est d'actualité. Il est l'un des seuls ou le seul artiste représentant officiel aux Nations Unies. Là, c'est pour faire un peu de géopolitique. Et il y a quelques semaines, me semble-t-il, tu étais aux États-Unis et tu as rencontré Ban Ki-moon avec le président de la Sorbonne. Donc, c'est juste pour vous dire qu'on peut être artiste, être dans l'influence, être aux Nations Unies, être avec Ban Ki-moon et être avec le patron de la Sorbonne. Alors, autre casquette qu'a Yann Thomas, c'est que c'est aussi un professeur des universités à la Sorbonne et justement, pour faire le lien entre ses expressions artistiques, il s'intéresse beaucoup au développement durable, il va le dire pourquoi, et puis il a tout un tas de gens dans un truc qui s'appelle Artflux, qui sont parfois des chercheurs, qui peuvent être des artistes, qui peuvent être des entrepreneurs, mais qui ont la volonté de peut-être d'illustrer pour peut-être rendre compte, dénoncer ou alors montrer les belles choses de la vie en matière d'environnement. Donc voilà, et Yann est dans tous ces réseaux-là avec des liens assez forts aux États-Unis. Alors d'abord, Yann, première réaction, pas première parce que tu as déjà vu le film les dernières à Evian, mais voilà, réaction sur ce film, de là où tu es, et ensuite parle-nous un petit peu de la recherche académique là-dessus, des groupes de travail que tu as mis en place et de tes propres expériences artistiques autour du développement durable. Le grand intérêt de cette expérience d'aujourd'hui, c'est que finalement je le vois pour la seconde fois. C'est-à-dire que le choc premier que beaucoup d'entre vous ont dû avoir aujourd'hui à la rencontre de ces images, je l'ai déjà eu. Donc du coup, la seconde vision, en plus avec plusieurs mois qui séparent cette première vision, eh bien, j'ai beaucoup d'énergie aussi. Tu vois, on sent que dès qu'on fait le moindre, c'est... Alors, donc, l'idée quand même d'avoir un certain recul par rapport à ton film, ça m'intéressait aussi, parce que du coup, c'est pas que ça me rapproche de toi, parce que toi, tu as une certaine, je pense, une telle vision panoramique de ce que tu as vécu, que tu ne peux pas ressentir le film tel que le spectateur le ressent. Mais en tout cas, quelque part, je perçois dans un second temps, avec beaucoup plus de froideur et moins de passion, eh bien d'autres niveaux de lecture de ce film. Alors, avant d'approfondir ce que je ressens, je vais simplement faire écho à ce que disait Pascal, c'est que, en effet, ce que je trouve intéressant aujourd'hui dans la posture de l'artiste, c'est qu'il puisse allier sa relation au terrain, donc la pratique, à une réflexion critique qui s'ancre aussi dans l'affirmation d'une posture. Et alors cette posture, elle peut s'exprimer de différentes manières, et très souvent, elle peut aussi s'inspirer de théories qui existent, autant des théories de sociologie, des théories politiques, des théories esthétiques, théories philosophiques, et sans complexifier la réflexion qui doit rester assez, je pense, accessible et empreinte de cette expérience que tu as vécue, je crois qu'il est important de noter qu'à travers cette dimension haptique, cette intégration de ton propre corps dans l'espace de la décharge, il y a là aussi l'affirmation d'une posture critique personnelle qui trouve déjà une incarnation par l'implication de ton propre corps, mais aussi qui, je pense, est très lié à la durée. Ça pourrait être finalement une intervention très subjective et très rapide qui aurait pu durer une semaine. Donc voilà, avec finalement un grand nombre d'images
telles que celles qu'on a pu voir pendant le film. Sauf que là, eh bien, il y a une forme de relation à la durée qui t'amène à comprendre une sorte de vocabulaire, presque, je dirais, un alphabet que tu te constitues toi-même. Et c'est ça que je trouve assez formidable, c'est que tu arrives dans ce terrain un peu comme avec les yeux de l'enfant, et qu'au fur et à mesure, tu nous mets en face de nos propres responsabilités, mais avec une forme de regard, de naïveté voulue et assumée, qui nous pose aussi un petit peu autant comme bourreau que comme victime. Et donc, j'ai assez aimé cette expression de la distance critique qui s'opère de manière assez souterraine et qui, à un moment donné, et tu le dis de manière assez évidente, à un moment donné, tu dis, eh bien, on a tout abîmé. On a tout abîmé. Enfin, il y a quelque chose où c'est ce monsieur Raymond, voilà, qui dit on a tout abîmé. Donc c'est le on on se réapproprie aussi cette responsabilité, mais et puis le fait de parler de l'abîme, c'est aussi pour moi l'incarnation de la situation dans laquelle on est, mais plus, je dirais, dans un sens plus large, et donc au niveau global. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on traite lorsque l'on traite du sujet que tu mets en lumière là aujourd'hui? On traite aussi des fondamentaux, de l'énergie qui circule dans le monde et de l'énergie qui nous lie. Alors Nikola Tesla lui parlait d'énergie mutuelle, hein, comme l'électricité qui circule entre chacun de nous. Il y a une énergie humaine, je dirais, hein, qui touche des fondamentaux à travers les études de Mesmer sur le magnétisme animal. On des théories qui sont maintenant accessibles sur Gallica. On retrouve donc eh bien tout un rapport sur cette énergie mutuelle qui s'opère à travers le magnétisme. Et je dirais que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que la décharge touche en profondeur ce que Mesmer caractérise comme l'énergie céleste, l'énergie de la Terre, et que cette énergie céleste, cette énergie de la Terre, atteinte au plus profond d'elle-même, eh bien, ne peut plus créer l'influence mutuelle qui finalement porte le monde et l'élève. Elle ne peut qu'engendrer une déconnexion avec l'organique, et donc l'énergie animale que nous-mêmes nous portons en nous et qui nous lie, mais qui nous relie aussi parce qu'il y a cette énergie céleste et de la Terre qui sommeille et qui est le support même, donc je dirais l'élément conducteur de ce que nous pouvons porter, en tout cas avec l'humanité. Donc là, la rupture fondamentale, cet abîme dont parle Raymond, cette terre abîmée, eh bien, je crois qu'elle est profondément atteinte par les hydrocarbures, évidemment, mais aussi par notre naïveté, autant que par aussi notre sensation que de simples dénonciations peuvent arrêter tout ça. Et donc c'est cette dimension critique que je trouve assez intéressante dans un second regard sur le film, qui m'amène à me poser des questions aussi sur les méthodes qui sont aujourd'hui à employer par rapport à ce que l'on a pu évoquer au Salon de la Terre d'Évian, donc il y a quelques mois, qui sont donc évidemment des engagements des partenaires industriels et des partenaires d'entreprise pour que de tels comportements puissent eh bien, s'arrêter. Mais en même temps, je crois qu'on ne peut pas, dans un monde globalisé, considérer que même s'il y a des individus qui s'engagent à arrêter ce phénomène, que pour autant l'abîme soit comblé. Et donc, je crois qu'il n'y a qu'un... Enfin, la vraie pertinence, en tout cas, de ce film et de l'acte artistique,
puisque ce n'est pas un documentaire, je pense que c'est vraiment une implication artistique, corporelle, eh bien c'est au contraire de nous faire vivre au plus profond de nous-mêmes eh bien cette expérience avec toi. Et je crois que cette qualité-là qu'a ce film, et c'est cette qualité que nous devons porter, nous tous, il faut diffuser le film. Il faut que le film soit beaucoup plus diffusé. Là, pour l'instant, enfin, moi, il me semble qu'il est encore... on peut voir des films qui sont portés comme ceux de Yann Arthus Bertrand, qu'on va je veux dire, diffuser, mais parce qu'il y a une force de frappe énorme au niveau mondial. Mais moi, je trouve que c'est formidable de voir la Terre d'au-dessus, mais je vois qu'en profondeur, eh bien, pour l'instant, de la regarder de l'espace ou de manière aérienne, ça n'arrange pas la situation en profondeur. Et donc, la situation en profondeur, on doit se l'approprier. Donc, pour se l'approprier, il faut pouvoir vivre des expériences comme tu nous fais vivre. Et c'est un peu ça aussi qui m'intéresse dans cette relation entre pratique et théorie. Pour cela, d'ailleurs, pour reprendre Pascal et puis pour laisser la parole à mes voisins. C'est pour cela qu'à l'université, on s'intéresse beaucoup à la relation. Pascal faisait référence à ma posture artistique, c'est que en tant que chercheur, nous sommes à peu près une cinquantaine, on est une équipe CNRS, art, économie, sciences politiques, et on s'intéresse beaucoup non seulement à des interventions qui vont être liées à des expériences artistiques, mais aussi à l'analyse et à la réappropriation des concepts économiques, juridiques, politiques, qui peuvent nous aider, à l'image de ce que même Édouard Glissant a réussi à faire avec l'Institut du Tout-Monde, eh bien de réunir certains archipels qui sont eux-mêmes, je dirais, non pas en déshérence, mais en présence, mais que nous devons absolument relier les uns avec les autres. D'où, et pour finir justement cette intervention préalable, d'où l'idée, à mon avis, de procéder comme tu le fais, c'est-à-dire en tant qu'observateur, autonome. Hein. On remarque que d'une part tu te nourrissais sur place, tu dormais sur place, tu as créé un réseau sur place de connaissances. C'est une intervention aussi que tu as fait de manière un peu illicite, donc semi-protégée d'une certaine manière, donc avec une vraie projection de ton corps dans des risques qui te dépassaient, hein, les risques de santé par exemple, les risques corporels tout simplement, hein, quand tu te fais ensevelir par tous ces déchets. Et puis il y a aussi des risques juridiques, j'imagine, hein, avec vous n'avez pas le droit, nanana. Bon, on voit très bien qu'à un moment donné, eh bien cet engagement, il peut donner lieu aussi à des conséquences. Donc tout ça, moi je trouve que c'est une volonté d'autonomisation aussi d'une pratique artistique qui ne demande pas qui ne va pas demander une protection particulière, ni d'avoir une autorisation particulière, mais qui va quand même se fondre de manière, une forme d'entrisme quand même dans l'espace d'observation. Et d'ailleurs, le terme d'observation, qui revient en permanence, montre bien dans quelle posture tu te tiens. Hein. On voit bien la posture de l'ONU par rapport au statut de l'observation et de l'observateur. On voit bien aussi les conséquences que cette observation peut avoir. C'est autant elle va dénoncer, elle va être le reflet d'une situation, et elle va aussi la signaler, l'analyser et la décrire, mais autant elle ne peut pas agir en profondeur, ce qu'on voit avec la Syrie actuellement, on voit avec d'autres situations. Donc je pense que c'est intéressant de voir dans quelle posture tu te situes sur le terrain de l'environnement et de l'art. Voilà. Merci beaucoup Yann pour cet éclairage. On reviendra peut-être tout à l'heure. Peut-être des réactions avant de passer aux questions en fin de présentation. Les uns les autres réagiront à ce qui a été dit. Alors on va redescendre non pas de Yann Arthus Bertrand du ciel à la terre ou profondeur et à la coupe de notre société comme les tectoniques de plaques. Et on va effectivement, je vais effectivement laisser la parole à Claude Solars, qui est le vice-président du groupe Paprec. Et là, on va effectivement aller dans le concret d'industriels, de gens courageux qui ont parfois quitté des grands groupes
qui travaillent dans l'environnement, que je connais aussi un petit peu par parcours personnel, et qui ont, depuis un certain temps, trouvé des solutions, qui recrutent des gens, qui mettent en place des technologies, qui ont beaucoup d'ambition, qui le font très sérieusement. Et en plus, Claude Solard, juste un mot pour vous, parce que votre parcours est assez exceptionnel. Je vois Brice Lalonde qui est avec nous, mais en 1960, vous, avant même Rio, en 92, avant même toute l'équipe accompagnée par Gilles Béraud au mois de juin dernier, vous aviez déjà monté une structure en 1960 pour faire du recyclage de papier. Donc ça prouve qu'il y a des gens qui peuvent être courageux et visionnaires, et pas seulement après tout ce bazar médiatique. Et en tout cas, le groupe Paprec fait des choses assez exceptionnelles. Votre président a illuminé les débats de Osons la France il y a quelque temps, avec là une dynamique absolument incroyable autour de ces métiers-là. Il y a donc des savoir-faire, de l'emploi, du chiffre d'affaires, des développements pour trouver des solutions. Donc je vous laisse parler un petit peu de tout ça. Et d'abord vos réactions sur le film, évidemment. D'accord. Je vais faire que ça, j'essaie de faire court parce que j'ai pris tellement de notes que j'aurai beaucoup de choses à dire. Bonjour à tous. Donc je suis le vice-président du groupe Paprec. Je suis autodidacte et moi je suis content d'être à Sciences Po parce que je suis aussi un joueur de polo et je joue dans l'équipe de Sciences Po et on m'a décerné un prix qui était d'être Sciences Polo. Donc déjà, c'est quelque chose qui m'a fait très très plaisir. Alors, je suis autodidacte, donc je n'ai pas fait des grandes études. Le groupe Paprec, c'est 60 usines, 3500 personnes. Et pour moi, ce film, que je trouve très intéressant, mais c'est d'abord un film d'horreur, un film d'épouvante, je dirais un film de gangster, et j'ai très peur de la généralisation. C'est surtout là-dessus que je voudrais développer. Vous dire que j'invite à visiter, tous ceux qui le voudront peuvent m'appeler, à visiter Paprec, à visiter nos usines, des chaînes de tri qui valent, chaque chaîne vaut 10 millions d'euros, à visiter nos décharges et de voir aussi qu'est-ce que c'est quand aujourd'hui on respecte la loi. Je crois qu'il n'est pas utile de tout réinventer. Hein, je vous entends, c'était très intéressant ce que vous dites, mais on a l'impression qu'on réinvente tout. Il ne faut pas réinventer, il faut simplement empêcher, et dans le Midi, bien sûr, c'est pire qu'ailleurs. On a 3 usines à Marseille, et je peux vous dire que nous souffrons, et je ne donnerai pas trop de détails. Et il faut empêcher les gangsters d'agir. Et là, c'est du gangstérisme, car les filières, la législation, tout est prévu sur la façon de mettre ces déchets en décharge. Alors d'abord, c'est une décharge qui n'a pas de déchetterie, c'est obligatoire. On devrait tout trier. Et donc, chez Paprec, on trie les vieux papiers, on trie le verre. Le verre, 100% du verre est refait avec le calcin qui vient des bouteilles. On trie les déchets de chantier, on trie les piles, on trie les déchets toxiques. Tout ça peut se trier et tout ça, en plus, est valorisant. Et valorisant, y compris en valeur financière. On n'a pas besoin de le mettre en décharge, puisque quand vous allez en décharge, vous payez, et quand vous le triez, vous allez récupérer des matières premières, des valeurs marchandes. Les collaborateurs, je dis les 3500 personnes de chez Paprec, sont des gens que nous essayons et nous réussissons à motiver. Et un de nos slogans, c'est qu'il faut être fier de trier les déchets des autres. Donc ce côté un petit peu où vous assimilez vous-même à un déchet, je trouve ça intéressant. C'est intéressant, mais c'est quelque chose qui me fait peur. Car si aujourd'hui, moi, bientôt, dans peu de temps, 68 ans, et si je continue à travailler, et si je suis motivé, c'est parce que je suis dans une boîte extraordinaire, une entreprise qui a des vraies valeurs. Nous luttons contre l'exclusion, nous luttons aussi pour que l'égalité femmes-hommes, pour que ceux qui n'ont pas fait d'études puissent être considérés et qu'un diplôme à Sciences Po ne puisse pas déterminer une vie entière. Et autrement, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, il est quand même utile que si on n'a pas fait d'études, on a peut-être aussi sa chance. Moi, j'ai eu la mienne. C'est plus difficile aujourd'hui. Bon, et donc, quand on n'a aucun respect des lois, je me notais, on est dans un film de gangster. Alors, la législation sur les déchets toxiques, quand je vois les lixivia qui sont déjà déversés sur ces ordures, mais il y a des lois. D'abord, le premier responsable, c'est le propriétaire du terrain. Il est éternellement responsable. Donc aujourd'hui, on pourrait le poursuivre. Alors aujourd'hui, on a aussi des règles qui font qu'une décharge comme celle-là, il va falloir qu'elle soit retraitée. Alors bien sûr, qui va payer? Ça, c'est un gros problème. Quand on voit les millions de mètres cubes qui ont été mis dedans, ça doit vraiment être compliqué. Je me notais, alors on a une filière matelas, on a une filière, c'est aussi des filières de l'État qui nous les imposent. Si Éco-emballage doit bien connaître le problème, ils connaissent comment on est encadré. Je dirais que c'est un film vérité. Parce que j'en ai visité, bien sûr que je connais des décharges comme celle-là, mais qui est loin de la vérité du recyclage. Vous avez, et je comprends que vous ne voulez pas de procès, vous avez flouté
un des plus gros employeurs de France, où on voit tous ces camions qui déchargent, mais je défie de trouver un camion Paprec allant vider dans des conditions pareilles, hein, et sans avoir trié. Et alors bien sûr, on a beaucoup plus de mal à être compétitif par rapport aux voyous qui vont avoir une rentabilité formidable en balançant tout dans une décharge, où je suppose qu'elle leur appartient et qu'elle ne leur coûte rien. C'est pour ça que sur le moment, je suis assez horrifié. On peut utiliser la biomasse. Nous faisons du combustible de substitution. On a une chaîne, par exemple, pour le combustible de substitution à Toulouse, où nous avons un accord avec Lafarge. Et pour fabriquer du plâtre ou du ciment, nous leur vendons des déchets d'ordures, on va faire un mot simple, qui ont été enrichis par des déchets verts et avec lesquels ils vont faire du combustible, parce qu'il faut beaucoup de combustible pour faire du ciment. On fait aussi du compost, on fait des engrais. Donc on peut quasiment réutiliser, allez, je vais dire 80% des déchets. On pourrait 100%. Le problème des 20% qui restent, c'est le problème de leur coût. Parce que c'est la dernière tonne, la tonne de trop coûte une fortune. Et il y a un moment où il faut aussi assurer la rentabilité de l'entreprise. Voilà un peu les quelque chose que je voulais dire. Donc vous dire qu'une décharge comme ça se réhabilite. Les cercueils, ils devraient faire de la biomasse ou servir pour les panetiers. Hein, que ce que j'ai encore mis. Donc je vous l'ai dit, tous ceux que ça intéresse, hein, je leur fais des visites d'usine quand ils veulent. Hein. Groupé, c'est encore mieux, comme ça éviterait de faire une centaine de visites. On a une filière moquette depuis peu. Voilà. Et donc, ce que je voudrais d'abord, pour finir, je vais essayer d'aller vite maintenant, je crois que là-dedans, les politiques, les industriels, les pouvoirs publics, ils sont tous complices. Ils sont tous complices, ils sont tous de mèche pour autoriser des choses pareilles. Car si je faisais ça dans l'une de nos décharges, si j'en faisais le 10e, aujourd'hui je serais en prison. Les lois, elles existent. Tous les délits auxquels nous avons assisté, c'est pénal. Et donc, je ne comprends même pas qu'on puisse le faire. Si j'ai une explication, on peut tout faire dans le midi de la France. Et je ne parle pas de la Corse, parce que là, ce n'est pas en France. Merci. Merci. Merci beaucoup. Moi, les choses sont claires. Il y a beaucoup de tonicité dans ce que vous dites. En vous écoutant, on entend souvent sur les déchets, on en parlait tout à l'heure avec Éco-emballage, on parle souvent du verre, qui est un bon exemple. Mais finalement, en vous écoutant, ce n'est pas que le verre et que le papier. Après, il y a des processus, il y a des technologies, il y a des groupes. Déchets de chantier, les Exactement. piles, etc. Et il manquait un acteur très important, qui ça m'a beaucoup étonné, ce sont les rats. Parce qu'habituellement, il y a autant de rats que d'oiseaux dans ce genre de décharge. Pas dans celle-là, elle est tellement polluée, je pense que... Que les rats sont partis. Ouais. D'accord. Je n'ai pas vu, en tout cas, vraiment. D'accord. Ouais. Oui, non, mais je vous crois. Je suis comme un admirateur de ce que vous avez fait, de ce que vous avez vécu. Hein. Alors, est-ce qu'on peut regarder un peu plus au-delà de Paprec, donc dans ces secteurs-là, dans ces métiers-là, de regarder au-delà de la France, peut-être l'Europe et le monde. Les défis sont considérables partout, pas qu'en France, c'est comme Tchernobyl. Hein. Et donc, pour l'Europe, alors quid de Paprec au niveau européen sur ces métiers-là, quid de l'univers de vos concurrents ou des gens qui font le métier comme vous, et puis quid des pays peut-être un peu sensibles. Quand je dis sensible, c'est pas péjoratif. Des pays comme la Chine ou l'Inde, où parfois on se dit ces gens-là, ils polluent, mais parfois aussi, dans beaucoup de domaines, et notamment dans les technologies, ils ont des tas d'ingénieurs qui imaginent des solutions et ils iront peut-être plus vite que nous. Alors, quelle est la vision que vous avez sur ces enjeux et ces défis et les business qu'il y a derrière en Europe et dans d'autres pays du monde? Et par rapport à Paprec, évidemment, par rapport à d'autres. Dans nos expériences, d'abord, nos usines ne sont installées qu'en France et en Suisse. Nos décharges également. Nous sommes un acteur donc limité dans sa géographie, mais nous avons un peu moins de 20 ans d'existence. De tout ce que nous constatons à l'étranger, il y a des choses qui sont intéressantes, mais franchement et en toute prétention, nous n'avons pas beaucoup de leçons à recevoir en matière technique. Nous savons traiter tous ces problèmes-là, nous avançons, nous avons nos propres ingénieurs, nos propres laboratoires, et on est tout à fait capable d'avancer. Je crois que la limite au traitement du déchet, c'est la technique. Et donc, il faut qu'elle évolue. Et elle avance constamment, et constamment dans les nouvelles chaînes. On a des nouveaux... moi, franchement, j'aimerais bien que vous veniez vivre 1 heure ou 2 dans l'une de nos usines. Vous verrez, vous n'avez pas besoin de cette tenue. Okay. Vous ne mangerez pas des conserves de poubelle. On déjeune très, très bien dans nos usines, en plus. Et vous verrez, et vous pouvez interroger le personnel, surtout, parce que c'est ce qui m'intéresse beaucoup. C'est de voir, eux, quel est leur ressenti et leur considération par rapport au travail que nous faisons. Que ça m'est essentiel, ça.
Sur les pays, enfin Chine, Non, Inde, les autres, parce non. que- Bah, parce on- que- bon, alors, juste mais une tout le question. monde est au courant du désastre qui peut exister à Naples, où c'est la mafia qui tient les décharges, où des gens meurent empoisonnés. On est tout à fait dans le film. En Inde, vous avez des enfants, des gens qui travaillent pour démanteler des navires, les pieds dans des milieux dans lesquels on sait qu'ils vivront pas longtemps. Bien sûr qu'il y a des désastres dans des tas de pays du monde. On vient de découvrir une espèce de décharge souterraine, là, souterraine en plus, en Russie, j'ai lu ça ces jours-ci. Bon, bien sûr, il y a une pollution et l'argent, la plupart du temps, guide les hommes plutôt que de se dire qu'on fait un travail qui est utile, qui doit bien sûr être rentable, mais au-delà de la rentabilité, qui doit laisser une trace durable, puisque ne pas oublier que tous ces déchets, ce sont nos matières premières. Nous n'avons pas de richesse en France. Et donc, nos vieux papiers vont en papeterie, nos ferrailles, nos métaux vont en fonderie, nos piles vont resservir à faire des piles, le verre à faire des bouteilles. Nous réutilisons tous ces déchets. Et donc, ces déchets, c'est notre richesse. On avait ce slogan que j'aimais pas beaucoup, mais qui est quand même parlant, c'est de l'or dans nos poubelles. C'est dans nos poubelles que nous faisons vivre 3500 personnes chez Paprec, et j'espère beaucoup plus dans quelques temps. En vous écoutant, on va passer la parole du côté sûr. des co-emballages, mais Excusez-moi. c'est vrai qu'on a un peu l'impression, ce qui serait peut-être utile, et là peut-être pour les politiques ou pour les réseaux d'entrepreneurs dans le monde entier, c'est que ce discours-là puisse générer d'autres créations de ce type-là ailleurs. Et si vous pouviez en être un porte-flambeau, c'est pas pour faire du cocorico français, c'est pas le sujet. C'est de se dire, cette expertise-là que vous avez, c'est un peu dommage de savoir qu'elle n'est pas forcément démultipliée. On va peut-être en parler tout à l'heure. Grands groupes quand même. Dans d'autres endroits. Oui, mais avec Non, cette, mais en France, avec il y a cette d'autres grands groupes oui, capables de faire la même chose. qu'on connaît bien, mais en tout cas, cette exigence que vous avez là et le modèle que vous avez mis en place sur ces différents supports, je pense que ce serait intéressant peut-être de le partager au niveau européen avec les politiques et puis des réseaux d'entrepreneurs, des réseaux de patronat. Voilà, alors transition pour aller peut-être au-delà de cet exemple de Paprec qui était très éclairant. Donc Éric Pâques de la Ferrière, donc vous êtes le directeur général d'Eco-Emballage. Vous avez fêté vos 20 ans, enfin vous vos 22 ans, mais enfin Eco-Emballage a fêté ses 20 ans il n'y a pas très longtemps, 92-2012, 92 une date emblématique pour certains politiques. Alors d'abord, première réaction, effectivement, commentaire sur le film que vous avez aussi peut-être déjà vu un tout petit peu. Et puis, voilà, parlez-nous un peu d'Eco-Emballage, qui a un rôle clé, qui a un rôle de fédérateur, nous dire un peu ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Et puis les défis, non pas des 20 prochaines années, mais plutôt des 5 prochaines années. Et puis peut-être les clés de mieux travailler ensemble avec effectivement les différentes parties prenantes. Merci, bonjour. D'abord, moi, c'est vrai, j'adhère totalement à la remarque de monsieur l'artiste qui dit que quand on voit ce film, on se sent à votre place. Et je trouve que de fait, on n'est pas extérieur, on est intérieur au film. Et j'ai trouvé que ça, c'était effectivement très émouvant. En fait, le sujet pour moi que j'ai vis-à-vis de ce film, c'est que en matière de déchets, mais ce qui veut dire en matière de consommation ou en matière de vie ensemble, tout simplement, parce qu'à chaque fois qu'on est ensemble, à chaque fois qu'on consomme, il y a forcément du déchet, hein, tout le monde. Le sujet, c'est de toujours avoir en tête de traiter ce qu'on consomme, c'est-à-dire de ne pas s'éloigner de la fin de vie du sujet. Et sur tous les matériaux, sur tout ce qu'on fait, être dans le sujet, c'est-à-dire je consomme quelque chose que j'ai choisi en fonction de mes critères, et quand je le consomme, je me préoccupe de ce qui va devenir. Voilà. Et ça, ça s'adresse à nous tous, bien sûr, et ça s'adresse aussi aux milliards d'habitants qui vont rentrer dans les classes moyennes dans les 5 ou 10 prochaines années. Je vais vous donner un exemple sur le plastique que vous connaissez peut-être, mais le monde, il y a 30 ans, la consommation de plastique, pétrochimie, était de 1 million de tonnes par an. Aujourd'hui, elle est 300 millions de tonnes par an, et elle va monter à 600, voire 900 millions de tonnes par an dans les 20 prochaines années. Le taux de recyclage des plastiques est aujourd'hui d'environ 25%. Hein. On va essayer de le faire monter à 35%. Donc vous voyez bien qu'il y a une courbe qui monte comme ça, et le recyclage qui d'une certaine manière, qui stagne, en tout cas qui ne se développe pas énormément. Ce qui veut dire que tout ce qui est entre les deux, ça va où? Ça va soit en enfouissement comme on le voit là, hein, soit ça va en incinération, parfois bien faite, parfois moins bien faite. Donc le sujet qu'on a, nous, chez Eco-Emballage, d'abord j'aimerais dire que je vais vous expliquer ce que c'est quelle décision a été prise en 92 par certains politiques, par des industriels et puis par des élus locaux. Ils ont dit, voilà, où est-ce qu'on met la responsabilité du traitement des déchets? Où est-ce qu'on la met? Est-ce qu'on fait une taxe locale?
hein, donc les habitants payent, on les met dans un trou, on les brûle, on les trie, peu importe, à l'époque, en tout cas on trouve une solution, et c'est une taxe locale. Est-ce qu'on fait une taxe nationale? Donc on monte d'un cran, etc. Ou bien est-ce que finalement on donne la responsabilité aux industriels qui produisent les produits emballés? C'est la décision qui a été prise à l'époque où personne parlait d'écologie. Cette décision, c'était à mon avis une innovation sociale majeure. Pourquoi? Bon, après ça s'est mis en place lentement. Pourquoi? Parce que finalement c'est celui qui produit, hein, c'est celui qui fait qui est, hein, comme quand on était jeune. Donc celui qui produit, il est là pour finalement payer le moyen, hein, donné au consommateur pour qu'il puisse ne pas polluer. Donc c'est un peu complexe, mais puisqu'on est ici, je vais essayer de le développer. En 1970, l'OCDE crée le principe du pollueur-payeur. Tout homme, femme, individu, personne morale, organisation, etc., doit payer l'impact de ce qu'il, entre guillemets, produit. D'accord? Donc pour les organisations, ça peut marcher, parce qu'ici, cette école, elle produit un déchet, et on le voit bien dans ce document-là, et ben, elle paye son élimination. Donc il y a quelque chose qui est fait pour ça. D'accord? Mais un individu, il est assez diminué par rapport à ça. Donc les entreprises doivent lui donner le moyen de ne pas polluer. C'est le bac de recyclage, le bac jaune. Après, l'individu est responsable. Et c'est en ça que moi, ce film me touche, c'est que nous sommes tous responsables, ce n'est pas les autres. C'est pour ça que quand vous parlez de c'est la faute aux bandits, aux machins, etc., peut-être, certainement, mais c'est aussi notre faute, et nous sommes la principale barrière à la pollution par notre comportement. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si un individu il le jette par terre, ce déchet, mais il y a quelqu'un qui le ramasse, forcément, ici, dans d'autres endroits du monde, personne, et donc il pollue. Si quelqu'un le ramasse, c'est un coût, et je paye ce coût. Nous payons tous notre. Si je le mets dans le mauvais bac, même chose, ça coûte plus cher. Si je le mets dans le bac de recyclage, là, ça change tout. Ça change tout. Pourquoi ça change tout? Parce qu'en fait, il va suivre un chemin cher, mais intégré dans le prix du produit, qui va lui permettre de régénérer quelque chose, pour une grande partie d'entre eux. Voilà. Donc c'est ce qui a été décidé à l'époque, c'est Éco-emballage. Aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires de 640 millions d'euros qu'on donne aux collectivités locales, parce qu'on a délégué cette responsabilité aux collectivités locales, qui elles-mêmes font appel à des opérateurs privés ou en régie. Moi, ce que je note, et ce film-là, c'est une leçon, c'est que c'est en fait une succession de laisser-aller qui, petit à petit, ont fait ça. Ne croyons pas qu'il faut aller prendre quelqu'un, mettre sa tête au bout d'un pic et de le balader dans la rue pour montrer que c'est le responsable. Il n'existe pas. C'est toute une série de responsabilités du consommateur pour jusqu'au final. Moi, je pourrais très bien dire, nous, on a 640 millions d'euros, on les donne aux collectivités locales, elles n'ont pas fait le boulot, je ne suis pas dedans. Non, ce n'est pas vrai. Je suis dedans, parce que quand je donne ce contrat aux collectivités locales, ma responsabilité est de m'assurer, parce que la responsabilité, ce n'est pas de déléguer, la responsabilité, c'est d'être sûr qu'après la délégation, c'est fait. C'est ça un projet, hein, c'est de faire en sorte que ce soit fait. Et donc moi, quand je vois ce film-là, eh ben, je me dis que finalement, il y a eu un trou dans la raquette important, etc. Alors, globalement, je rejoins ce que dit monsieur aussi. C'est vrai que sur la France, ce film-là nous ouvre les yeux et les oreilles. Et globalement, sur la France, ça se passe quand même pas si mal, globalement. Le problème que nous avons, il est que la consommation aujourd'hui, finalement, doit se poser une question. Est-ce qu'on peut encore consommer comme ça? C'est la question. Est-ce qu'on ne doit pas consommer plus justement et réfléchir là-dessus? Il y a pas mal d'études qui sortent en ce moment et qui sont archi intéressantes. Il y a le livre vert de la Commission européenne qui est totalement intéressant sur le plastique, qui est écrit d'une manière remarquable. On a l'impression toujours que l'Europe produit des textes difficiles à lire et un peu pénibles. Il fait 30 pages, regardez-le, il est en français et dans d'autres langues, et il explique bien cette problématique. Et moi, je crois qu'il faut absolument relancer ce qui a été fait il y a 20 ans, c'est-à-dire d'agir en responsabilité, que tous les acteurs soient mis en responsabilité. Ça, c'est la responsabilité du législateur. C'est vraiment de mettre en marche les acteurs pour qu'ils puissent se mobiliser. Et voilà, donc moi, c'est ce qui m'anime. Je dirais, le combat d'éco-emballage, c'est d'arriver à avoir un juste emballage, de réduire le poids. Maintenant, regardez, cette bouteille, on pourrait très bien boire de l'eau du robinet, mais là, elle est là. Cette bouteille, elle est à la limite même de sa fonction. Quand elle est en 1,5 litre et que, quand je l'utilise, mes enfants l'utilisent, elle se casse presque quand elle est à moitié pleine.
Donc on peut dire que la réduction à la source des emballages, en l'occurrence, cette bouteille l'a fait. Sur l'emballage, il y a une consigne de tri, il y a le fameux point vert qui n'était pas si explicite que ça. Maintenant, il l'est parce qu'il dit pourquoi et comment trier. Et en fin de ça, ce groupe-là paye presque 5% de son chiffre d'affaires pour éliminer son plastique. 5%. Voire plus de 2 fois l'impôt sur les sociétés. Ce qui est considérable. D'accord ? Alors, c'est un groupe qui fait des produits très bien, hein, mais dont il est ce qu'on appelle le low cost. Hein, donc, il est très impacté par le prix du point vert. Mais va-t-on incriminer une entreprise qui a baissé énormément son poids, qui a informé son consommateur et qui paye 5% de son chiffre d'affaires pour l'éliminer? Si vous l'interrogez, lui, d'une manière légitime, je ne l'ai pas fait, il va dire, bon, ben, très bien, que dois-je faire encore? D'accord? Et alors, par ailleurs, après, malheureusement, aujourd'hui, avec le système mis en place, on n'en récupère qu'une sur 2 de bouteilles. Une sur 2 pour une contribution de plusieurs dizaines de millions d'euros. Moi, la question que je pose, c'est comment on arrive à un résultat aussi mauvais? Comment on arrive? Doit-on faire en sorte... En 92, la création des camps-emballages a été faite. La même année, presque le même mois, nous, on était créé le 1er avril. Donc, le permis à points est né. D'accord? Depuis, il y a eu une division, je crois, par 3 ou par 4 du nombre de morts sur les routes. D'accord? Grâce au permis à points. Pourquoi? Parce que le permis à points, c'est un indicateur. On sait où on en est. Aujourd'hui, on n'a pas encore assez d'indicateurs environnementaux. Enfin, moi, par exemple, une bouteille sur 2, c'est pas assez. Doit-on contraindre le consommateur? Doit-on contraindre la collectivité locale? Doit-on nous tous nous contraindre pour arriver, comme un permis à points, à faire en sorte qu'on passe à 2 sur 3, voire. Aujourd'hui, les entreprises, lui, il met à peu près 50% de recyclé dans sa bouteille. Il n'arrive pas à trouver les tonnes pour l'acheter, la matière recyclée, parce qu'elle n'existe pas. Le prix du recyclé est au même prix que la matière vierge. En Guadeloupe, il y a quelqu'un qui a créé une usine de recyclage, il s'appelle Christian Torres. Il a mis 11 millions d'euros dans son usine pour recycler ce qu'on appelle bottle to bottle. Il a eu 60% d'aide. Merci. Aujourd'hui, il a besoin de 4 000 tonnes par mois. D'accord? En Guadeloupe, on consomme 30 000 tonnes, d'accord, par an. Il a besoin de 700 tonnes par mois. En Guadeloupe, on consomme 30 000 tonnes de cette matière-là. Il en récupère 500 tonnes à l'année en Guadeloupe. On est obligé de lui fournir du plastique qui vient de métropole d'Haïti. Et d'ailleurs, c'est un énorme scandale. Il a créé 40 emplois là-bas. C'est à 5 km de la consommation. Et la bouteille n'est pas mise dans le bon bac. Donc elle va à la décharge de l'incinérateur et on importe par bateau, etc., la matière pour qu'il puisse réinjecter. On marche sur la tête, clairement. On marche sur la tête. Donc la question que je pose, moi, c'est doit-on contraindre ou doit-on passer par une rémunération sociale du geste du tri? Quand je trie dans ma ville, je vois l'effet immédiatement par ici la création d'une aire de jeu, là, je ne souhaite quel bénéfice social. Mais moi, je m'interroge, doit-on contraindre, doit-on rémunérer socialement ou directement le bon trieur versus le moins bon. Voilà. Mais enfin, c'est une question ouverte, hein, je n'ai bien sûr pas la réponse. Merci beaucoup. Je crois que l'exemple là est très éclairant, à la fois sur la bouteille, sur l'industriel qui est derrière, cet investisseur en Guadeloupe. Après, on va rentrer dans le débat, mais je pense que les solutions qui permettent de contraindre, et l'histoire du permis à point est un très bon exemple. Ça a emmerdé tout le monde. On est passé de 12 000 à 3 000 morts par an. Basta. On ne discute pas. Moi, je suis le premier à être emmerdé, comme tout le monde, mais basta. Voilà. Donc, c'est clair que la contrainte... ensuite, c'est vrai que la valorisation... En réfléchissant à ça, quand j'étais au Yémen il y a très longtemps, l'histoire des sacs plastiques dans un site patrimoine de l'UNESCO, c'est vrai qu'il y a un côté choquant et on se dit, finalement, les gens eux-mêmes qui ont la fierté de leur territoire, qui ont la fierté des bâtiments historiques qui sont là, et c'est peut-être à eux, alors je ne sais pas si c'est la valorisation sociale, mais en tout cas, une espèce de fierté personnelle de se dire que ce soit en Guadeloupe ou dans d'autres pays, quand on fait ce tri-là, quand on respecte ou quand on crée de l'emploi localement grâce à ces nouvelles activités, on a une espèce de fierté locale qui se traduit par des emplois, qui se traduit par des comportements vertueux. Et peut-être qu'en termes de communication, parce qu'on a des gens qui sont des communicants ici, vous étiez un communicant avant d'ailleurs, peut-être que des grandes campagnes de communication un peu futées, un peu agiles, un peu comme ça se fait pour le tabac ou pour les accidents de la route, hein, des trucs un peu soit violents, soit poétiques. Et c'est vrai qu'un film comme ça, on est effectivement dans une communication de dénonciation, mais aussi de responsabilité et de courage. Il peut y avoir d'autres types de communication pour révéler des comportements vertueux. Alors, on n'a pas la présence ici de
du comité 21, parce que je voulais terminer avec Gilles Béraud, le président du comité 21, que vous connaissez tous, puisque c'est la structure qui fédère justement l'ensemble des acteurs du développement durable, aussi bien les entreprises, les ONG, les collectivités locales, les politiques. Il y a eu de très très belles choses, et Brice Lalonde qui ont été faites à Rio au mois de juin avec donc l'équipe France, essayant de fédérer l'ensemble des acteurs. Vous êtes au conseil d'administration du comité 21. Peut-être est-ce qu'on peut avoir un point de vue de cette organisation un peu fédératrice, du rôle qu'elle pourrait jouer, peut-être de façon plus dynamique, de façon plus forte, plus incisive, mieux communicante, pour régler les questions que vous avez évoquées. Est-ce qu'une structure comme ça, fédératrice, transversale, pourrait jouer peut-être un rôle plus Alors, je actif? viens d'y rentrer seulement, donc ça date d'il y a une semaine, donc, mais néanmoins, je connais bien cette organisation-là. Elle a une vertu, c'est qu'elle fait de la transversalité. C'est-à-dire que vous avez à la fois, tous les acteurs sont là, autour de la table, entre les entreprises, les collectivités, les entreprises du déchet, les associations, et ils sont tous autour de la table. Nous sommes tous autour de la table. Et le but est de créer de la transversalité. Et je crois que c'est un des axes majeurs. C'est des cultures qui sont quand même très différentes. Monsieur de Paprec, effectivement, il est normalement, il est très éloigné du monde de l'industrie de la grande consommation, et plus proche des collectivités locales. Mais c'est généralement des milieux qui sont assez étanches. Et donc, le but de cette organisation, c'est de créer des ponts entre les structures. Moi, je pense qu'il faut relancer tout ça, parce que je crois que les ponts ne suffisent plus. Il faut, je crois, avoir un peu plus de densité. Moi, je le vois bien avec Emballage. Les premières années, les capitaines d'industrie étaient présents au conseil d'administration. Ensuite, ça roulait, quoi. Donc, finalement, la place a été prise par plutôt des gens qui étaient dans la fonction, des fonctionnels d'entreprise. Hein. Pour ceux qui travaillent dans les entreprises, vous savez comment ça marche. Il y a les opérationnels, ceux qui font le chiffre, qui décident, qui font ça. Et puis après, il y a les fonctionnels qui gèrent. On est passé à un conseil d'administration qui gérait. Et là, je pense qu'on a perdu quelque chose. Et c'est un peu pareil dans les collectivités locales, quand les élus s'éloignent du sujet, et j'en veux pas du tout aux techniciens, parce que je travaille toute la journée avec eux, et ça se passe très bien, mais que les techniciens gèrent versus l'élu. Ce sujet est un sujet d'élu. Parce que quelqu'un qui fait du tri sélectif, il ne jette pas de papier par terre. Donc s'il ne jette pas de papier par terre, on a plus de propreté. Quelqu'un qui, on a fait une opération aux Minguettes, où on a recruté des grands frères, et donc parce qu'on avait un taux de refus aux Minguettes de plus de 60%. Donc la poubelle, grosso modo, on disait aux gens trier, mais comme elle n'était pas du tout de bonne qualité, elle ne rentrait même pas au centre de tri. Elle allait directement en décharge ou à l'incinérateur, enfin chez Digital, ailleurs. On s'est dit, c'est pas possible, ou bien on arrête ce machin-là. Personne ne pouvait rentrer dans la cité. L'État n'était plus là. Et donc, on les a recrutés, et ils ont été tapés à la porte des gens, parce qu'on a 4700 ambassadeurs de tri qui fonctionnent chaque jour et qui vont cage d'escalier par cage d'escalier pour expliquer ce que c'est que le tri. Vous ne pouvez pas savoir comment cette opération a marché et quelle fierté les habitants ont eu à se dire moi aussi je peux agir. C'est le premier geste environnemental dans ce pays aujourd'hui, parce que les gens agissent, tout simplement parce qu'ils disent moi je fais ma quote-part, je mets ça dans mon... Résultat, ça a baissé, on est tombé à 25% de taux de refus, donc là la poubelle, vous savez bien, est exploitable, même si elle est un peu chargée, elle est exploitable. Et moi ce que j'ai mesuré, c'est sans y retourner en formation, on a des indicateurs pour regarder la remontée de ce taux de refus. Je me suis dit, c'est très bien, on a mis un coup de pied dedans, et puis ça va remonter, on va repasser à 5%. On est à 28% aujourd'hui. Donc ça ne remonte pas, et ça c'est vraiment une grande nouvelle pour moi. Et je crois que, oui c'est ça, c'est qu'il faut vraiment s'en mêler. Donc, capitaine d'industrie, il faut les remettre au conseil d'administration des éco-organismes pour qu'ils décident vraiment ce qu'ils ont à faire. Voilà, donc ça c'est ce qu'on essaye de faire, ce qu'on a fait maintenant. Les élus doivent endosser ce sujet-là et non pas que le délégué, et ainsi de suite. Et puis les habitants doivent s'en mêler. Vous voyez quelqu'un qui ne trie pas, appelez Éco-Emballage, on va vous donner des kits de tri, vous devez devenir ambassadeur de tri, vous verrez, c'est passionnant. Tapez à la porte de voisins pour dire est-ce que vous faites du tri, et vous verrez, ça changera tout, votre poubelle deviendra exploitable et ça va améliorer les choses. Voilà, je voudrais revenir sur l'international. La France a choisi il y a 20 ans, là aussi encore une fois une innovation importante, de faire du recyclage local. De nombreux pays européens ont choisi de faire ce qu'on appelle la reverse logistique, c'est-à-dire les containers qui arrivent avec des petites poupées, des jeux en provenance de Chine, on les bourre de déchets et ça repart là-bas. Et c'est là-bas que c'est recyclé ou traité. La France a choisi une autre option, c'est-à-dire qu'il y a un tissu de PME, ça a mis beaucoup plus longtemps à se faire. Ces PME sont fragiles, heureusement qu'il y a encore des groupes qui peuvent parfois les racheter et garder les managers pour développer la productivité et la rentabilité. Ces PME sont fragiles, mais il y en a quand même 250 qui sont à peu près là sur le territoire. Et vous savez que ce qu'il y a dans votre poubelle jaune, c'est recyclé à 93% sur le territoire national. Ça aussi, ça a été une décision politique
Donc les politiques ne sont pas tous, comme on le dit bien souvent, non, ça a été une décision politique. C'était beaucoup plus simple à l'époque de t'envoyer tout ça en Inde ou ailleurs. Cette décision a été prise et c'est plutôt bien. La Chine vient d'annoncer il y a 1 mois et demi qu'elle arrêtait les importations de déchets d'Europe, voilà, notamment sur les plastiques souples, parce qu'elle en a assez chez elle pour bien s'occuper. Résultat, les pays qui faisaient de la reverse logistique vont devoir se le taper eux-mêmes, et j'espère bien que là, ça va mettre en avant justement des PME du groupe. Voilà, ça crée de l'emploi. Maintenant, moi, je fais un travail pro bono en Birmanie. Vous savez que ce pays a été sous cloche pendant 30 ans. 7000 voitures de plus par mois à Rangoon, une énorme, je dirais, 60 millions d'habitants qui vont consommer. C'est vrai que dans ces pays-là, la REP que vous avez créée, c'est-à-dire cette responsabilité de notre organisation à nous, c'est-à-dire que tous les industriels paient chaque année quelque chose pour finalement amorcer cette industrie du recyclage, cette économie circulaire, il faut absolument on n'a pas de capitaux à exporter dans ces pays-là, il faut absolument que les politiques exportent ce qu'ils ont réussi ici, quoi, d'une certaine manière, pour que ça se passe bien là-bas, parce que sinon, ça va être... Enfin, sinon, ça sera comme dans ton film, c'est-à-dire qu'on va faire les choses post-consommation ou évitement, donc ça va coûter beaucoup plus cher, et puis on va le laisser aux générations futures. Voilà. C'est ça que... Merci beaucoup Éric Blake de la Perrier de toutes ces initiatives, de cette nouvelle gouvernance. Enfin, là, on est vraiment dans des choses très concrètes qui sont mises en pratique là où vous êtes et j'espère aussi ailleurs. Peut-être une réaction rapide, j'avais promis 30% du temps, ce qui est le cas à 2 minutes près pour les questions avec la salle. Peut-être une réaction. Martin, tu veux peut-être réagir à 2-3 choses qui ont été dites là, parce qu'il y a des choses intéressantes là, hein, dans le débat et dans les solutions, non? J'ai dit ce que j'avais à dire dans le film. Très bonne réponse. Il est parfait. Il fait ça à chaque fois, c'est très bien. Alors, on va donc ouvrir le débat. Il y a 2 micros qui sont là. Qui veut? Alors, oui, allez-y. Alors, voilà, si quelqu'un peut passer le micro. Alors, monsieur, ou alors vous allez directement. Ceux qui veulent prendre la parole, vous avez qu'à... Allez-y. Vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, Jean-Claude Marcus, bureau d'études Gaïa. Mais d'abord, je voudrais rendre hommage au film de Martin Esposito et apporter un petit complément à ce que vous avez dit les uns les autres. Il y a maintenant, alors j'essaye de faire le calcul, mais ça doit faire 60 ans, un film dont le réalisateur a ouvert la nouvelle vague s'appelait Le Monde du silence. Et le vôtre nous ouvre le monde des pestilences. Mais il est extrêmement intéressant sur le plan de la méthode, qui rejoint d'ailleurs les découvertes sur les neurones mimétiques. Et il est très intéressant sur le plan de l'éthologie, puisqu'en fait, vous réussissez à nous mettre à votre place extrêmement bien, ce qui nous affecte considérablement. Et je pense que, mine de rien, vous êtes en train de mettre en place une esthétique qui correspond à la fois aux moyens que vous avez utilisés et au milieu dans lequel vous vous êtes immergé. Merci, vous l'avez fait à notre place, mais nous aussi, nous avons mis le nez dans notre merde. Bon. Enfin, je voudrais apporter quelques petites corrections. Alors, c'est vrai que Paprec, c'est une entreprise qui fonctionne plutôt bien. C'est vrai qu'en France, il reste encore, comme je dis, beaucoup d'ordures dans le monde du déchet. Toutefois, malheureusement, dans aucun domaine, on ne recycle à 100%. Quand vous dites qu'avec 100% des bouteilles, on refait un calcin, etc. Non, malheureusement, il faut apporter des petits compléments. Ce qui fait qu'on est encore très loin de l'économie circulaire, mais qu'on a besoin de s'en approcher. Ensuite, Paprec, bon, très bien, 3500 personnes, c'est-à-dire grosso modo un 20e de ceux qui travaillent. Mais non, mais je vous connais bien, on se retrouve dans Asté, etc. En réalité, la décharge que nous avons vue, elle n'est pas unique. Elle est encore un peu partout. Il n'y a pas si longtemps, je ne citerai pas de nom, je suivais des camions de collectivités qui faisaient payer le tri. Effectivement, c'était des camions différents qui partaient dans des horaires différents et même des directions différentes et qui allaient dans la même décharge. Beaucoup de nos décharges ne récupèrent pas le méthane, qui est quand même, tout le monde le sait, 23 fois plus à effet de serre que le CO2, qui par ailleurs permet éventuellement de faire rouler des véhicules en l'épurant le biogaz, et puis permet aussi de produire de la chaleur, éventuellement de l'électricité. Plus globalement, la France est un pays qui ne méthanise pas 98% de ses biodéchets et de ses résidus méthanogènes. Plus globalement, la France est un pays qui importe 7 milliards de bois sous toutes sortes de formes, c'est-à-dire en gros un dixième de ce qu'elle importe en pétrole. Mais il faut que vous sachiez qu'à plus de 50%, et ce n'est pas Paprec qui va me dire le contraire,
nos déchets de bois partent dans les pays qui les traitent mieux, beaucoup partent par le Havre, pour ceux qui viennent d'Île-de-France, et vont servir à faire de la chaleur, voire des produits, surtout dans les pays du Nord. Et je pourrais ainsi multiplier les exemples. Et donc je ne partage pas cette vision un peu idyllique d'éco-emballage. Je rappelle que le logo éco-emballage, que j'aime beaucoup, signifie simplement que le producteur de cet emballage a payé pour qu'il puisse être recyclé. Je rappelle que ça ne signifie pas qu'il a choisi le matériau le plus recyclable qui soit. Bon. C'est important, parce que là, il y a une confusion. Et il y a la marge de progression est énorme. Non, moi, je voudrais dire, oui, ce film est bien, vous l'avez fait avec courage, vous nous mettez le nez dedans, bravo, mais malheureusement, cette réalité reste une réalité prépondérante en France, quelle que soit la qualité exceptionnelle des rares hommes, car vous n'êtes pas si nombreux, qui, eux, ne sont pas des ordures dans le monde du déchet. Je vous remercie. Merci. On va prendre une série de questions, puis après on aura des réactions. Alors, autre question, oui, monsieur. On va essayer de varier la jeunesse, les hommes, les femmes. Voilà. Donc, là, ça fait 2 hommes. Voilà. J'adore le mot diversité. Hein. J'apprécie beaucoup ce que vous dites. Vous aussi, Bonjour. voilà. Merci Martin pour ce film. C'est vraiment super, surtout quand tu surfes sur les déchets. C'est excellent. Thibaut de Société Consultant Naturel, c'est une coopérative d'études économiques dans le domaine de l'environnement. Je voulais surtout savoir, comme disait monsieur de Paprec, monsieur Couders, qui paye ? Qui va payer pour ça ? On reconnaît le logo, c'est très bien de l'avoir flouté. C'est un logo rouge avec un bonhomme comme ça. Bon, on sait qui c'est. Mais qui va payer et qui a déjà payé ? Est-ce qu'il y a des procès qui ont été engagés ? Pour reparler des solutions, il faut commencer à faire payer les erreurs passées et les erreurs encore d'aujourd'hui, avec les petites gouttes de pétrole qui sont dans l'eau quand tu es en train de te rincer la gueule. Il faut faire payer ces gens, sinon les solutions d'avenir, elles ne seront pas développées parce qu'il n'y aura pas la crainte de terminer en prison ou d'avoir une facture, une amende énorme. Et donc il faut faire payer, et il faut que les tribunaux aient des pouvoirs et des moyens. Et donc est-ce que quelqu'un a été est passé au tribunal pour cette décharge-là ? Non. Alors, deuxième question, on va répondre, on va en prendre une troisième. Madame, vous voulez pas poser une question, non ? Non, ah pardon. Là-bas, mademoiselle, allez-y. Venez. On en prend 3, puis après on va passer aux réponses. Bonjour, alors j'ai une question à Monsieur Ribra de la Perrière, puisque vous avez dit que ce qu'il fallait, c'était absolument augmenter la quantité de déchets qui sont triés par les ménages. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a eu quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits, plus en plus de gens trient. Et un des gros problèmes maintenant, c'est qu'il y a de nombreux déchets qui ne sont pas recyclés, alors qu'ils pourraient l'être, comme par exemple le sont en Allemagne, par exemple les plastiques très fins comme pour les pots de yaourt. Donc je voudrais savoir quel est normalement, les rôles d'éco-emballage, c'est aussi d'agir en amont pour la prévention des déchets en aidant les entreprises. Donc savoir comment est-ce que vous pouvez participer à la réduction de ces déchets des déchets des emballages et aussi permettre le tri de plus grande quantité de déchets. Voilà. Merci. Merci. Alors on va déjà la première série de réponses. On commence avec vous sur les questions, les réponses que vous pouvez apporter aux différents sujets. Oui. D'abord, moi, la première réponse, c'est qu'il faut faire appliquer des lois. Voilà. C'est déjà simple. L'arsenal législatif et les contraintes en France sont énormes. Et donc on les fasse appliquer à tout le monde. Nous n'exportons pas de bois par le Havre. Les déchets de bois chez nous vont soit chez... Comment ? Oui, pas pour nous. Nous faisons beaucoup de bois. Et nous faisons... Alors, soit nous les livrons chez les panneautiers. Donc, c'est pour faire du genre Novopan. Et les panneautiers sont en grande difficulté parce que la construction va mal en Europe. Et autrement, la biomasse. Alors, nous avons passé quelques mois extrêmement difficiles parce qu'effectivement, on est très en retard dans l'utilisation et surtout dans le traitement des fumées. Parce que ce n'est pas le tout de brûler, c'est facile. Mais il faut faire en sorte de ne pas émettre de dioxine. Si vous prenez les 2 principales brûleries de Paris, celle de Saint-Ouen et celle d'Issy-les-Moulineaux, la colonne que vous voyez, ce n'est que de la vapeur d'eau. Là, c'est traité. Mais c'est pour faire un jeu de mots facile, c'est une usine à gaz. Mais en tout cas, ça se fait. Bon, donc c'était ma réponse. Et après, pour les plastiques, c'est une question de recherche. Par exemple, nous avons racheté, c'est exceptionnel, nous avons racheté une usine à Cahors qui était montée par les Chinois, qui se sont cassés la figure en France, des Chinois.
Et nous avons repris cette usine et nous y traitons maintenant le film agricole. C'est très compliqué parce que le film agricole, c'est extrêmement important. Les agriculteurs sont des gros pollueurs et il faut les aider et il faut faire en sorte qu'on puisse déjà récupérer, en tout cas ce qui nous concerne les plastiques. Ces plastiques contiennent 30% de terre, donc il faut transporter cette terre, il faut la trier, il faut laver ces plastiques. C'est complexe et coûteux. Bon, mais en tout cas, on a une usine maintenant qui est spécialisée là-dedans. Donc, on essaye de faire plein de choses. Et puis, moi, je voulais faire une petite remarque, c'est qu'il existe une décharge, la plus grande décharge du monde, qui correspond tout à fait à celle que vous décrivez ici. C'est celle qui est en mer et qui est à des kilomètres de superficie. Où les plastiques, par les différents courants, réunissent des plastiques. C'est une horreur. C'est sûrement l'endroit le plus monstrueux de la Terre, sur des dizaines de mètres de hauteur. Et l'idée à laquelle nous collaborons, Artus Bertrand fait partie et bien d'autres, c'est de dire que les pêcheurs n'ont plus de travail pendant 12 mois par an, à 12 mois on va enlever les congés quand même, mais pendant toute l'année parce qu'ils atteignent leur quota de pêche, et c'est donc de faire en sorte d'aider les pêcheurs à ramasser les déchets de plastique en mer avec leurs filets. Et là se pose un problème technique encore qu'on essaye en ce moment d'élaborer, c'est peut-on recycler des plastiques qui ont séjourné longtemps en mer? Voilà, alors en ce moment on travaille là-dessus. Voilà, j'ai quelques réponses. Il y a des défis considérables. Yann, tu voulais peut-être réagir Oui, absolument. Je pense que par rapport globalement, vis-à-vis des trois questions, je pense qu'il y a une nécessité de bien remarquer cette relation entre éthique et esthétique dans l'intervention de Martin. Et de dire aussi que l'art n'a pas uniquement une valeur, je dirais, décoratrice et qu'elle n'est pas une enluminure pour accompagner le débat sur l'environnement, que ce n'est pas non plus d'ailleurs une illustration du débat sur l'environnement, mais c'est un facteur de mobilisation indéniable, que ce facteur de mobilisation doit être compris aussi par rapport aux objectifs qu'il sous-tend. Et ces objectifs sont liés, à mon avis, à la notion d'empathie aussi, c'est-à-dire comment prendre soin de notre planète, mais prendre soin aussi de nous-mêmes. Comment est-ce qu'on apporte une certaine attention à autrui? Comment est-ce qu'on regarde l'autre? Comment est-ce qu'aussi on rééduque notre regard et notre corps pour reprendre contact avec l'autre? Alors c'est vrai que quand on est dans le métro et qu'on voit tout le monde avec son iPad, son iPhone, comment est-ce qu'on prend contact comme ça? C'est difficile, donc il faut trouver des nouveaux modes aussi de relation. Je pense que tout ça passe. Alors évidemment, il faut avoir une certaine forme de législation qui punisse évidemment les abus et puis identifie tous les facteurs qui peuvent améliorer encore cette refondation de l'éthique politique. Et cette notion de réciprocité et de responsabilité. Mais je pense qu'il faut aussi envisager l'éducation dans ce plan général et que l'éducation doit passer par des éléments mobilisateurs. Et donc aujourd'hui, je pense que l'art, et là Martin exemplifie vraiment cette relation, l'art a une capacité de nous mobiliser corporellement. Je vais simplement témoigner d'une expérience que j'ai pu faire vivre pour ceux peut-être qui me connaissent. J'ai fait pédaler il y a à peu près un peu plus d'un an 24 000 personnes au Grand Palais pour une œuvre qui s'appelait Dynamo Fukushima. Et je n'ai pas fait pédaler que des gens qui étaient contre le nucléaire. J'ai fait pédaler aussi des gens qui étaient pour le nucléaire. Pourquoi? Parce que quelque part, ils étaient venus pédaler en hommage aux gens de Fukushima. Et donc peut-être qu'ils prenaient conscience mutuellement, et en pédalant d'ailleurs, toutes les demi-heures on s'arrêtait et on envoyait une forme d'énergie artistique qui allait métaphoriquement aux antipodes, donc allait directement à Fukushima. Mais qu'est-ce qui se passait par rapport à ça? C'est qu'il y avait des produits dérivés qui étaient vendus. Ces produits dérivés étaient vendus par des associations japonaises, et ces associations japonaises ont acheté des fruits dans les zones non contaminées japonaises, fait fonctionner l'économie japonaise, et ensuite ces fruits ont été distribués aux enfants de Fukushima, notamment des pommes, c'est le programme Ringono, et ces pommes ont une molécule qui peut résorber ces 1937 chez les enfants uniquement, mais bon, voilà, c'est une forme symbolique en tout cas d'investissement qui me ramène à la réflexion du traitement de ce qu'on consomme.
Voilà, traiter ce qu'on consomme. Alors c'est la grande réflexion qu'on peut avoir sur évidemment le recyclage, mais voilà, ayons aussi une réflexion sur ce qu'on consomme en termes d'énergie dans une journée. Voilà, qu'est-ce qu'on consomme en termes d'énergie? Et cette déperdition d'énergie, si elle était réunie autour d'un projet commun qui ait une portée, je dirais, liée à cette refondation de l'éthique politique sur l'environnement, peut-être qu'elle aurait une capacité de mobiliser autrement eh bien, le public. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut absolument diffuser ce film, qu'il faut le porter et qu'il faut aussi investir dans cette diffusion. Donc ça doit être un de nos objectifs, comme aussi la production d'œuvres de cette portée. Merci. Alors Martin, peut-être une réaction ou deux, notamment sur le site, les suites un petit peu, suite à la fermeture, de ce qui peut se passer, ce qui est en cours du côté de Villeneuve-Loubet. Juste, il y a un gâchis aussi de nourriture qui est très important. Je crois qu'il y a des nouveaux chiffres qui sont tombés, qui sont passés de 30% à 50% de nourriture gâchée sur une année ou par habitant, je crois. Et voilà, c'est comment arriver sur toute la chaîne à retrouver un équilibre. Et je ne sais pas si en fait les mairies, les maires, les gens ont conscience vraiment du problème en France. Et la question, c'est combien de temps ça va prendre pour que toute la chaîne soit vraiment réglée, quoi. D'accord. Alors, Éric Brédard-Perrière, sur des questions qui vous étaient adressées tout à l'heure, et puis d'autres commentaires sur les premières questions, éventuellement. Et après, on prend une deuxième série. Sur les premières questions, je ne peux pas vous répondre. Moi, je ne sais pas du tout qui a porté plainte et s'il y a quelque chose qui est fait. Et je pense que je pense que quelque chose doit être fait, mais peut-être que non. Hein. Oui, mais je pense que là-dessus. C'est que, in fine, c'est toujours le maire qui magistrat, premier magistrat de sa commune. Je m'excuse, je reprends la parole. Rapidement. Bon, nous avons une législation qui est assez complète et qui d'ailleurs reprend des directives européennes. Et grosso modo, pour aller chercher sur Google, il suffit de taper responsabilité élargie du producteur de déchets, qui existe aussi dans le producteur de biodéchets, ce qui a d'ailleurs permis à Paprec d'ouvrir quelques usines. Bon. Cette législation existe. Si elle devait s'appliquer, elle s'appliquerait obligatoirement sur ou contre le maire, puisque c'est lui qui décide, en tout cas pour ce qui est des ordures ménagères, on peut parler après si vous voulez des déchets d'activité, c'est lui qui décide en remettant, c'est-à-dire en déléguant à un syndicat, alors je ne rentre pas dans les détails, sauf que le directeur du syndicat ou le président du syndicat, lui, il pourra toujours rejeter la responsabilité sur le maire, qui est détenteur de l'autorité dans ce domaine. Bien. Alors vous pensez bien que les maires ne vont pas aller se dénoncer eux-mêmes. Bon. Par ailleurs, les peines sont graves. Prenons l'exemple des biodéchets. Bon, dans le domaine des biodéchets, vous connaissez sûrement la législation, hein, c'est 3 ans de prison, et je vous dis ça de mémoire, mais c'est 350 000 € d'amende, hein, c'est ça, quelque chose comme ça. Et puis, vous verrez que petit à petit, pour les huiles, bon, donc, si vous voulez, la législation, et là je rejoins ce que vous avez dit, ce qu'a dit le représentant de Paprec, la législation en France, elle n'est pas très défaillante. Le seul point sur lequel elle est défaillante, c'est qu'elle ne favorise pas l'incitation, non pas à trier, mais à ne pas mélanger. C'est-à-dire ce qu'on appelle la taxe incitative. Bien, ça c'est un vrai sujet législatif. Mais ça emmerde les maires parce que ça les obligerait à revenir sur ce qu'ils ont décidé. Et comme les municipales sont dans une dizaine de mois, ben par principe, aucun maire ne reviendra sur ce qu'il a décidé de peur de se déjuger. Donc on prend rendez-vous dans 2 ans. Bien. Donc la législation est en place. Le vrai sujet, c'est que les associations, alors par ailleurs je fais partie de nombreuses associations, si on se rend au tribunal administratif, il nous dira c'est du pénal. Et si on se rend au pénal, on n'aura pas le délit caractérisé, car pour ce genre de délit,
ni la police, ni les gendarmes ne se déplacent, comme ils ont l'habitude de nous dire, il n'y a pas mort d'homme. Je n'en dirai pas plus, mais pour ceux qui sont intéressés, je suis vraiment à leur disposition, parce que là, il y a un vrai sujet. Merci. Alors, peut-être, Brice Lalonde, vous vouliez réagir, non? Allez-y. Hein. Et après, on prendra une autre série de questions. Écoutez, je suis très content d'être là. Je vous remercie de ce film. Et je suis très choqué. Alors, je suis très choqué parce que j'ai eu l'honneur d'être ministre de la République française il y a 20 ans. C'est moi qui ai signé le décret créant éco-emballage et qui, en quelque sorte, avec mes collègues européens, lancé la politique des déchets en essayant de l'améliorer, bien sûr, en commençant par interdire toute exportation de déchets. Vous ne vous rendiez pas compte, mais à l'époque, les déchets filaient n'importe où en Afrique parce que c'était plus commode. On recevait chez nous, n'importe quel propriétaire de terrain en France faisait venir les déchets d'une grande ville suisse ou allemande en disant « Venez chez nous, c'est gratuit, c'est pas cher, etc. » C'était comme ça. Et donc, il a fallu d'abord interdire ça, ensuite se mettre d'accord, commencer le recyclage, et alors, figurez-vous, cerise sur le gâteau, interdire la mise en décharge. Et donc, la loi de 92, à laquelle j'ai contribué, interdit la mise en décharge à partir de l'année 2002. Toute mise en décharge est interdite sans traitement préalable. Alors évidemment, je suis choqué parce que bon, je me suis baladé, je reviens et je vois que j'attends. Putain, qu'est-ce qu'on voit ça? C'est incroyable. Et en effet, ça veut dire que les lois ne sont pas appliquées. Et qui doit appliquer les lois? Et qui les faire appliquer? Le préfet. Et donc votre film, il faudrait que vous ayez une petite démonstration pour Mme Bateau, ministre de la République, qui applique les lois sur l'environnement, et M. Valls, ministre des collectivités locales et ministre des préfets, de sorte que les préfets fassent appliquer les lois. Parce que là, c'est typiquement un manque de sérieux dans l'application des lois. Bon, pour le reste... Alors, si vous voulez, moi, je suis stupéfait qu'il n'y ait pas eu de plainte. Le responsable, c'est en effet le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la région, parce que ce sont les élus qui donnent la responsabilité ensuite s'il y a une concession à une société privée, mais ce sont les élus politiques qui ont la décision. Bon, et deuxièmement... s'il y a une plainte, le procureur de la République est tenu en principe de l'instruire. Et donc toute association se portant partie civile et portant plainte au civil, en tous les cas, ou au pénal, est parfaitement recevable. Alors est-ce qu'il y a eu plainte? Pourquoi ce procureur de la République n'a-t-il pas suivi? C'est pas normal. Donc en effet, il y a un manquement grave. Il faudrait montrer ce film et arrêter. Et alors la suite, alors c'est là que vous intervenez tous, là. La suite, c'est évidemment la production. Parce que la plus belle politique des déchets ne pourra donner que ce qu'elle peut donner. Mais ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on met sur le marché. Est-ce qu'on met sur le marché des choses recyclables, qui consomment peu d'énergie, etc., ou est-ce qu'au contraire, on fait n'importe quoi et ensuite, les pauvres élus locaux ou les pauvres sociétés se débrouillent comme elles peuvent? Il faut qu'il y ait maintenant une politique de la mise sur le marché des produits à laquelle l'Union européenne commence à travailler pour économiser les ressources naturelles, etc. Et la suite, c'est évidemment l'économie circulaire, j'ai compris que c'était dans quelques minutes. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur l'ambassadeur, hein, vous avez plusieurs fonctions. Alors, on va reprendre une série de questions. Je vais peut-être répondre juste un instant à la question sur les plastiques. En fait, tous les plastiques ne sont pas recyclables. Recyclable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de bénéfice environnemental en fonction d'un certain coût. C'est toujours l'équilibre entre ce que ça coûte au final et ce que ça rapporte en matière d'environnement. Aujourd'hui, tout ce qui est mis dans la poubelle jaune est recyclé. Concernant les plastiques, c'est que les bouteilles et flacons. Tout ce qui est autre plastique va dans la poubelle grise. Et ensuite, il est soit enfoui, malheureusement, soit valorisé énergétiquement. Nous, on souhaite développer le recyclage des plastiques. À ce titre-là, on amène une expérimentation, j'étais à Nancy tout à l'heure, pour faire en sorte que 3 700 000 habitants de ce pays mettent tout leur plastique dans la poubelle jaune et qu'on en fasse quelque chose. C'est ce qu'on fait, donc on fait en sorte qu'il y ait des débouchés. Parce qu'il faut bien savoir une chose, c'est que s'il n'y a pas de débouchés, ça ne sert à rien de trier. Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui rachète cette matière pour en faire quelque chose, c'est très important. C'est le débouché qui génère le geste de tri. On ne va pas demander aux gens de trier si on n'en fait rien, parce que dans ce cas-là, on leur ment. Juste un point qui a été dit sur les poissons et sur les pêcheurs, moi je suis totalement contre cela. Les plastiques qui sont dans la mer, ils viennent de terre, ils ne viennent pas des gens qui ont des bateaux qui le jettent par-dessus le cordage. Les plastiques qui sont dans la mer, ils ne viennent pas des ports et des zones de littoral, ou très peu. Ils viennent de la terre, c'est-à-dire qu'ils viennent de Paris, ils viennent de Strasbourg, ils viennent de Mulhouse, ils viennent de l'Europe centrale, etc. C'est ces plastiques-là. La barrière à la pollution, il ne faut pas aller la chercher en mer. Vous allez faire travailler les gens à ramasser quasiment rien. Et donc, c'est un vrai mensonge, ça. Moi, je m'inscris en faux sur ce genre d'idée qui coûte une fortune aux gens, parce qu'à la fin, c'est payé par le consommateur et le citoyen. Et il faut faire attention à ce qu'on fait payer aux gens, parce que si jamais ça ne ramène pas une valeur, un retour sur ce qu'ils payent en matière environnementale et en matière, je dirais, sociale, ça n'est pas admissible.
Non, la barrière à la pollution, c'est les gestes de tri. La barrière à la pollution, c'est les centres de tri qui sont aujourd'hui poreux. D'accord ? La barrière à la pollution, c'est un axe sur la consommation et non pas après coup. Parce que ça s'appelle mentir pour moi. Voilà. Merci. Alors, série de questions. Oui, allez-y. Parlez fort, allez-y. On n'entend rien. Non, venez. On va gagner du temps. Venez, faites tout ça, sinon on va perdre du temps. Allez-y, on ne vous entend pas bien. Allez-y. Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Serge Malik, je suis à la fois un intervenant d'Arrêt-Flux, aussi un actionnaire de Ouest Lumière et un visiteur des usines Paprec, et je vous confirme que là-bas c'est très propre. Il y a une passerelle à faire entre ce que j'ai vu, ce film absolument essentiel, puisque c'est une prise de conscience extrêmement importante qu'il faut faire et que tout le monde doit faire. Je suis d'accord avec Yann quand il dit qu'il faut soit largement diffusé, mais aussi l'autre aspect de la prise de conscience, c'est qu'il y a des choses qui sont possibles. C'est quand on va de chez vous chez Paprec, on voit bien qu'il y a certainement des solutions. Mais moi, c'est pas ça mon sujet. Mon vrai sujet, c'est de poser la question sur l'éducation. Enfin, au fond, on est à Sciences Po ici, dans une école, mais dans quelle école enseigne-t-on d'une manière extrêmement basique comme A, B, C, D, qu'on doit absolument, impérativement recycler tout ce qu'on consomme. Le pape a dit que ce qu'on jette, on le vole aux pauvres, aux plus pauvres, la nourriture, hein, ce qu'on jette, ce qu'on a vu, les merguez, etc., on les vole aux pauvres. Donc toute cette prise de conscience, il faudrait évidemment l'introduire dans le canal de l'éducation. Ça me paraît la base. Et je pense qu'il faudrait distribuer le film extraordinaire de Martin à l'éducation nationale gratuitement, parce qu'ils n'auront pas les moyens de vous rémunérer. Mais, bien entendu, on va en parler à Jean-Claude. Mais il faut absolument que les enfants voient ce film, que les enseignants voient ce film et qu'ils en déduisent une problématique éducative, éducationnelle. Voilà. Merci. C'est clair. Deuxième question, madame, allez-y. De façon très basique, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit là et là. Pour moi, il y a un truc tout bête, c'est que dans ces sociétés, on ne fait plus le lien entre les choses. Donc, tant qu'on ne reviendra pas à du bon sens paysan, j'appelle ça, moi, la rotation des cultures, c'était intelligent. Hein, parce que c'est tellement évident que si on met toujours la même plante quelque part, elle va toujours prendre les mêmes nutriments et on va arriver à des terres stériles. Je veux dire, mais c'est quand même basique ça. Or, actuellement, on ne fait plus les liens alors que ça nous saute aux yeux tous les jours que tout est interdépendant. Et tant quand on ne sera pas revenu à l'unité, à l'interdépendance, et c'est bien en tant qu'éducatrice que je parle, hein, et ben voilà, comment réapprendre ça à l'école, je veux dire, hein, que rien ne s'arrête là. Si on fait un geste, il a une conséquence, et puis etc. Et puis on revient à la case départ. Je ne sais pas si c'est ça l'économie circulaire. Et moi, quand on dit moi j'ai dit, j'arrête pas, il y a des festivals, des films sur l'environnement, il y a plein de documentaires extraordinaires, mais j'allais dire, il y en a trop, on ne peut pas tous les diffuser à l'école. Il faudrait prendre dans chacun, et il y a 3 semaines, je voyais le film de Pierre Rabhi, Au nom de la Terre. Bon, eh ben, il faut faire le lien entre ce film-là et celui d'aujourd'hui. Hein, parce que si on a tant de déchets, c'est parce que quelque part, il y a plein de choses avant qui font qu'on arrive à ça. Alors moi, dans le vôtre, je salue la performance de l'artiste, si je puis dire, mais j'allais dire, il y en a trop de documentaires, on ne peut pas les diffuser tous, ils sont tous aussi bons les uns que les autres, mais qu'est-ce qu'on va prendre dans chacun pour qu'il y ait un véritable impact, j'allais dire, sur l'individu, parce que l'individu, la personne, c'est un consommateur, c'est un parent, c'est un salarié, c'est quelqu'un qui a des loisirs, c'est quelqu'un qui conduit, donc il faut que chacun fasse le lien entre tous les actes qu'il a au quotidien et les conséquences. Et c'est là-dessus qu'il faut revenir. Et c'est un problème pour moi éducatif. Alors si j'avais quelque chose à retenir, à faire passer, qui serait le plus facile dans le film qu'on a vu aujourd'hui, c'est le Festival de Cannes. Parce que les tapis, c'est excellent ça. Donc moi je prendrais cette séquence pour que tout un chacun voit l'envers du décor, parce que j'imagine que l'audimat devait exploser le soir de la remise des prix. Hein, et si on voit ce film-là, peut-être qu'on verra le Festival de Cannes, on le verra peut-être sous un autre angle. Donc voilà, donc, pour moi, le problème, il est comment rétablir du lien et que chacun
soit conscient que tous ces actes ont des conséquences. Alors moi, je milite tout simplement dans le commerce équitable, et ce qui m'avait intéressé quand j'ai commencé comme bénévole, je ne me suis jamais occupée de commerce, mais c'est que enfin, au moins, il y avait un cahier des charges avec au moins 3 piliers: l'économique, le social et l'environnemental, tout ça interagissant l'un sur l'autre. Et on peut rajouter d'autres piliers. Et je pense qu'actuellement, c'est ce qui manque. Moi, j'ai porté, je ne vais pas parler longuement, mais c'est tout bête. Je vais prendre d'autres questions. J'ai porté un jour un plan de menthe à une famille africaine, puisque enfin, ils étaient plus dans un appartement bétonné, ils avaient un petit jardin, et je me suis dit, enfin, les enfants vont pouvoir planter. Ben, c'est moi qui ai planté la chose, parce que les petites m'ont dit, ah, mais il pleut, la terre, c'est dégueulasse. Et je dis que quand on n'a plus cette connexion à la terre, c'est déjà foutu. Ou alors, il faut réapprendre. Et moi, je dis merci à ces documentaires, mais on ne peut pas. Bien sûr qu'il faut les diffuser à l'école, c'est des choses d'utilité publique, mais on ne peut pas, il y en a trop, il y en a tant. On est au je ne sais plus combienième de festival international du film de l'environnement en Ile-de-France. Bah oui, mais si c'est que des convaincus et tout qui voient toutes ces productions, il faudrait savoir les utiliser collectivement. Moi, je pense que l'intelligence collective, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc, est-ce que vous serez d'accord pour qu'on pique un morceau de votre film qui, dans une belle bande, donnera au moins de l'impact et de l'utilité? Voilà. Merci pour la question. On va répondre. Alors, monsieur, je vous avais promis, allez-y. On va prendre tout de suite les questions, puis après, il va falloir qu'on conclue pour la deuxième table ronde. On va en prendre 2 ou 3. Allez-y. Alors, plus rapide, hein, s'il vous plaît. Oui, alors je suis Thierry Salentin, géographe, et moi je m'occupe de problèmes d'environnement depuis le Torrey Canyon, donc depuis 1967. Je voulais poser une question à Martin Esposito, parce que je n'ai pas bien compris la technique de film. J'ai cru qu'il y avait comme une arnaque. On voit un personnage avec une caméra, mais je croyais qu'il était toujours filmé par quelqu'un d'autre, et qu'à la limite, ce personnage, il avait une caméra bidon parce qu'il filmait jamais, c'était toujours quelqu'un d'autre qui filmait. Et on m'a dit que je me trompais totalement. Donc là, il y a un aspect technique de film. Alors, vous allez me répondre, mais juste avant, je voulais demander à M. Solars, qui semble bien connaître la région de Marseille, qu'en est-il de l'immense décharge en plein air dans la plaine de la Crau, du côté d'Entresaint? À une époque, il y avait 3 trains de déchets par jour qui étaient déversés en pleine nature et sous le vent du Mistral, c'est-à-dire tout ça s'était soufflé vers... J'espère que ça s'est arrêté. Et enfin, M. Braque de la Perrière, pourquoi vous accusez, vous braquez le projecteur sur la fin de parcours du consommateur et pas sur le début? Vous accusez les gens qui jettent mal leurs déchets, qui ne ramassent pas les papiers par terre, mais en amont, il y a quand même des producteurs, et puis en amont, je dirais qu'il y a le pire, il y a des gens qui incitent à surconsommer, donc il y a des publicitaires. Et moi, je trouve que plutôt que de braquer le projecteur sur ces petits gestes sympathiques, il faudrait braquer les projecteurs en amont. Et moi, j'imagine que si on avait conscience qu'on était sur une planète aux ressources finies, on devrait carrément interdire le métier même de publicitaire. Je trouve que c'est ahurissant qu'il y ait encore des publicitaires et que ce métier ne soit pas criminalisé. Moi, j'aime bien dire que finalement, consommer, c'est être sommé d'être con. C'est ce qu'on appelle le temps de cerveau disponible. Donc, il faut arrêter de manipuler les gens et de faire en sorte qu'ils consomment de plus en plus. Et pourquoi maintient-on un système économique où être un entrepreneur normal, c'est être un entrepreneur obligé de toujours produire, et s'il ne produit pas, ben, il n'est pas compétitif et il est obligé de licencier, etc. Donc là, il y a vraiment un problème en amont. Voilà, on a compris, merci. J'ai dit synthétique, c'est pour... Alors, 2 dernières questions, plus synthétiques, franchement, hein, ça permettra un débat, et sinon on n'aura pas les réponses. Alors, allez-y, ça sera certainement la dernière question. C'est très bien tout ce que vous dites, mais 3 fois plus court. Bonjour, moi je suis Éric Renard et je travaille dans un festival de cinéma jeune public. Donc, justement, dans ce festival, on essaie d'ouvrir les consciences des jeunes à travers toutes sortes de films. Donc, après ça, j'étais moi-même un ancien publicitaire. Alors, bon, c'est bien beau de dire la publicité, il n'en faut pas. Moi, je pense qu'elle n'est peut-être pas très bien faite aujourd'hui, parce qu'elle
Elle dit aux gens que s'ils ne possèdent pas tel appareil, ils ne sont rien. Donc ça, c'est la publicité d'aujourd'hui. Bon, donc je trouve que c'est plutôt malsain. Et donc aujourd'hui, j'ai changé complètement de métier pour sensibiliser les gens et aussi leur apprendre ce que c'est que la publicité, comment on peut manipuler les autres. Votre question, s'il vous plaît. Oui, sinon on n'aura pas les réponses. Allez-y, vraiment la question. Mais disons que ce n'est pas la publicité qui fait que les gens vont consommer. Il y a des entreprises qui fabriquent des objets et elles fabriquent des objets avec maintenant des durées de vie extrêmement limitées. Avant, on avait une télévision, elle durait 20 ans, on avait une voiture. On sait qu'aujourd'hui, les voitures, avec les techniques d'aujourd'hui, on peut faire 600 000 km. Donc, on peut toujours... Votre question, s'il vous plaît, vraiment la question. C'est bien joli de trier ses déchets. Le jour où tout le monde triera ses déchets à 100%, eh bien, on aura quand même une incitation à acheter des produits. Un ordinateur, avant, ça durait 10-15 ans. Bon, maintenant, au bout de 4 ans, l'ordinateur est obsolète. Donc, on le jette. Donc, là, aujourd'hui, on jette des produits qui sont quasiment neufs. Il suffirait de très peu de choses pour les faire marcher. Et là, on est dans une surconsommation qu'on ne peut pas arrêter. On ne peut pas, quand l'ordinateur, il y a un petit truc qui déconne, c'est trop cher de le faire réparer, on en achète un neuf. C'est pareil pour les voitures, c'est pareil pour tous les produits. Donc aujourd'hui, on est dans un système où, pour faire marcher l'économie, il faut constamment faire consommer les gens, surconsommer. Et même si nous, on voulait essayer de le réparer, on ne peut pas, c'est fait en sorte qu'on ne puisse pas les réparer. Donc, même si on a envie d'être responsable à 100%, on ne peut pas vivre dans un monde où il n'y a pas de déchets, parce que les industriels, eux, font en sorte qu'on en fasse un maximum de déchets. Et ça, comment on fait pour arrêter ça? Là, c'est politique, c'est économique, et là, le consommateur, il ne peut rien faire d'autre. Il est ligoté, menotté. Alors, comment on fait là? Très bonne remarque. C'est très clair votre question. On essaiera d'y répondre. Je pense certainement avec emballage. Allons-y. On a 5 minutes pour répondre à toutes les questions. Vous voyez ce que je veux dire? Allons-y. On commence par monsieur. Très vite. D'abord, vous donnez ma définition principale, c'est que recycler, c'est prendre un déchet pour en faire une matière première. La question qui m'a été posée, c'était sur la décharge de Marseille. Là, je vais faire fort. C'est un scandale pire que Naples. Oui, c'est en cours de fermeture. Ça fait 10 ans qu'elle ferme. Je sais pas, tout le monde peut lire les journaux et voit très bien ce qui se passe au niveau de la présidence du Conseil général et son frère, etc. à Marseille. C'est dans tous les journaux. Donc je crois que je délivre aucun secret pour savoir ce qui s'y passe. Donc je dirais que là-bas, c'est mafia politique, syndicale, industrielle et des gangsters. Tout ça, ça se mélange et souvent, ça s'entend très bien. Voilà. Et dans le film, juste une remarque, puisque c'est pour répondre à madame, moi, le Festival de Cannes, ce n'est pas l'image que je préfère dans ce film, simplement parce que je ne trouve que ce n'est pas la bonne cible. Le Festival de Cannes, c'est une image qui est mondialement connue, qui apporte une richesse à la ville, et je ne crois pas que les gens qui gravissent les marches sur les moquettes ont dans l'idée ou sont responsables des moquettes qui vont en décharge. Je crois que toujours, les responsabilités, il faut aller les chercher là où il y a profit à alimenter le film de l'artiste. Et c'est là moi j'aime qu'on aille aux vrais coupables et non pas aux coupables apparents. Et en plus de ça, franchement, j'aimerais bien être invité plus souvent au Festival de Cannes. Merci. Peut-être Yann, une réaction, mais alors rapide. On va essayer d'avoir des réactions et réponses rapides. Là. Pour réagir rapidement à ce que vous dites, je ne pense pas que quand on jette la culture dans l'abîme, ce soit la culture qui soit responsable de cette chute. Donc je crois que ce que Martin a fait, c'est travailler avec la matière qu'il avait à disposition. Et donc cette matière, elle était évidemment contextualisée. Donc c'est de l'art contextuel, c'est du situationnisme. Enfin, c'est tout ce qu'on peut imaginer par rapport à ce que l'art revêt au niveau politique. Et moi, ce que j'aimerais dire simplement pour répondre aux questions, voilà, que faire maintenant, je dis qu'il faut activer des expériences collectives et publiques liées à ce film. Et c'est tout ce que je souhaite à ce film d'ailleurs et à son avenir. Merci Yann, on va continuer. Alors peut-être Martin, sur le film, la date de sortie du film, soit concret, et puis les diffusions potentielles. Voilà. Il va y avoir des avant-premières tout l'été, jusqu'à la date de sortie, le 9 octobre. 9 octobre. Les tapis du Festival de Cannes, c'est pas moi qui les ai amenés dans la décharge.
malheureusement, ils étaient là et voilà, ils sont arrivés dans la décharge et c'est quelque chose que j'ai pas pu contrôler. Voilà. Donc c'était important. Pour moi, c'est une symbolique, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est quelque chose qu'on connaît tous. C'est vrai que ce qui est incroyable dans cet endroit, c'est qu'on prête attention à tout ce qui est relié à notre vie privée. Moi, le cinéma fait partie de ma vie et c'est la première chose qui m'a interpellé quand j'étais dans la décharge. Et j'ai voulu en fait être sûr que c'était pas un accident et quelques camions comme ça qui arrivaient. Donc c'est pour ça que j'ai filmé 2 années consécutives le problème des déchets à Cannes. C'est pour ça que je suis retourné en 2009 au Festival de Cannes, dans les sous-sols, et j'ai suivi les tapis, leur arrivée dans la décharge, l'arrivée des camions, et c'était plus un hasard, mais quelque chose qui se répétait. Et c'était important pour moi de le montrer et de faire passer le message à travers le cinéma, parce que c'est à travers le cinéma qu'on passe des messages. Le cinéma, chaque film est différent, on utilise une façon de filmer différente à chaque film, on s'adapte, on utilise une ou plusieurs caméras. Ce qui compte, c'est le fond, on peut détester la forme, mais dans ce film, ce qui compte, c'est le fond, et le fond, c'est quelque chose qui nous concerne tous, et je le redis, ça se passe ici, chez nous. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup, Martin. Oui, peut-être des réactions sur les questions, les dernières séries de questions. Tout à l'heure dans mon propos, je m'en excuse si je stigmatisais le consommateur. Je ne stigmatise absolument pas le consommateur. Par contre, je ne l'exclus pas de la chaîne de responsabilité. Mettez le micro. Je ne l'exclus pas de la chaîne de responsabilité. Moi-même, en étant consommateur, on agit tous. J'ai bien dit que c'était une chaîne en fait qu'il fallait mettre en situation. Et moi, je fais 2 remarques. Une remarque, c'est que ne faut pas confondre la responsabilité. À chaque fois, elle est, quand on dit qu'elle est collective, finalement, elle s'annule. Et donc, moi, j'aime bien à chaque fois être bien précis sur qui fait quoi, qui paye quoi, quand on paye quelque chose, quel rendement ça a, qu'est-ce que ça apporte comme plus et qu'est-ce que ça pose comme question. Et donc, d'être précis sur ces choses-là. Parce que quand on fait des généralités, finalement, tout le monde se sauve et personne n'est touché. Et donc, c'est pour ça que je voulais juste dire que le geste de tri, aujourd'hui, en France, dans ce pays, qu'on le veuille ou non, il y a un bac de tri pour tout le monde, quasiment. À nous de le mettre dans le bon bac ou non. Voilà. Maintenant, le tri sélectif, on en parle beaucoup, c'est 0,6% des déchets dans ce pays. Hein. Donc aujourd'hui, on est à près de 70% de taux de recyclage. J'estime qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses à regarder et se servir des exemples, quoi, tout simplement. C'est pour ça que... voilà. Mais non, en aucun cas, je ne stigmatise le consommateur versus l'industriel. Je pense que chacun a à voir dans sa propre cour pour essayer de faire avancer les choses. Merci beaucoup. Tous responsables, chacun ses responsabilités. Je crois que c'est un peu le message. Ce qui je trouve sympathique dans tout ça, mon cher Martin, c'est que tout ça doit être utile. C'est la question qu'on s'est posée il y a 1 an et demi. Tout ça doit faire débat. Ça a été le cas aujourd'hui. Merci à ce panel exigeant, compétent, créatif, innovant, artistique. Et puis, je vais donc laisser la parole à la 2e table ronde, animée par notre ami Philippe Douroux de Libération, avec tout un tas de personnalités américaines de premier plan sur l'économie circulaire et puis d'autres gens. Vincent, je crois que tu voulais dire un mot pour faire la transition. Et nous, on se sauve pour laisser la place. On a un quart d'heure de retard, pardon. Merci en tout cas à vous. Merci beaucoup, c'était très intéressant, je pense que tout le monde est d'accord dessus. J'ai eu des retours en streaming, ça y est, puisque le monde entier nous regarde. C'est très intéressant aussi pour les gens qui regardent. Je salue par ailleurs nos amis de Dijon qui nous regardent depuis Dijon dans la Maison de l'Architecture et de l'Environnement.